Nous sommes ensemble pendant 60 minutes en vue d'ausculter la vie politique nationale, notamment en ce qui concerne le recensement administratif spécial, le rôle du président de la République dans le règlement des conflits au niveau de la sous-région, sans oublier bien évidemment le débat sur l'opportunité d'une révision constitutionnelle ou pas. Alors pour en parler, nous avons sur notre sellette aujourd'hui Vivien Manangou, professeur d'université en droit, l'Université de La Rochelle en France, président de l'association Tchétché Abeto, mais candidat malheureux aux législatives de 2012. Candidat abusé, j'ai envie de dire, M. Gibel. Merci une fois de plus de me donner l'occasion de m'exprimer dans votre émission. Pour ce qui est de ma candidature que vous qualifiez de malheureuse, je dirais c'est une candidature abusée puisque à Tchétché 1, il n'y a pas véritablement eu d'élection. Ah bon? Et pourtant, Tchétché 1 a un député aujourd'hui, donc un élu du peuple. Mais il y a beaucoup d'élus, soi-disant du peuple au Congo, qui n'ont pas été élus. Alors, donc, comment vous avez apprécié pour être un peu plus clair, qu'est-ce qui s'est passé, puisque vous étiez candidat dans la première circonscription de Tchétché, qu'est-ce qui s'est passé pour que vous puissiez qualifier une telle élection ou votre candidature? Vous avez dit que vous avez été abusé. Écoutez, tous les habitants de Tchétché savent qu'il n'y a pas véritablement eu d'élection à Tchétché. D'ailleurs, nous avons mis en ligne des vidéos où les jeunes militants cassaient les urnes, déchiraient les listes électorales. Lorsque nous faisions le calcul, le décompte final de quelques voix qui ont pu s'exprimer, on était très loin d'atteindre les 1500 voix pour les candidats. Et puis, curieusement, on en a eu des candidats qui ont atteint plus de 10 000 voix. Vous voyez bien que dans ce genre de situation, on ne peut pas parler d'élection, mais de parodie électorale. Mais la démocratie s'exprimera un jour, à Tchétché comme ailleurs, rassurez-vous. Mais vous êtes juriste de formation, professeur de droit dans une grande université à Paris, plutôt en France. Comment est-ce que vous n'avez pas pu déposer un recours, si je peux l'appeler ainsi, au niveau de la Cour constitutionnelle? Alors, très bonne question. Là, c'est l'occasion, vous me donnez l'occasion de raconter brièvement ce qui s'est réellement passé. En réalité, nous avons réuni l'ensemble des candidats à l'issue du premier tour, à Dispatching International chez M. Jacques Nkombo, qui était aussi candidat. Il y avait tous les candidats lors de cette rencontre, sauf le candidat du PCT. Celui qui a gagné celui qui est actuellement député de Tchétché. Et nous avons discuté des possibilités de faire deux actions. Une action politique qui consisterait à organiser une manifestation devant la commune locale qui faisait office de Conel, et une action judiciaire, puisqu'on avait fait venir deux notaires grâce à M. Mbongo Kolo qui était lui-même candidat du MUST. Donc le recours en inconstitutionnalité était en cours par nos amis notaires qui étaient dans la salle, et la déclaration, le mémorandum avait été rédigé par mes bons soins. Une déclaration qu'on devrait lire devant la télé, devant vos confrères de DVS+. Alors, à quelques heures de la signature, ou à quelques minutes de la signature, la majorité des candidats s'est défilé. Monsieur Toko absent, Monsieur Nkombo ne voulait plus signer. Bon, vous voyez bien que lorsqu'on mène une action collective, il est important que tout le monde signe. Et à mon grand regret, j'ai moi-même, de mes propres mains, déchiré le mémorandum parce que j'avais compris qu'on s'était fait cocufier, et le terme n'est pas fort. On s'était fait cocufier par des gens, au fond, qui ont été les amis objectifs du PCT à Tchétché. Mais encore une fois, la démocratie triomphera un jour.
Comme quoi, il n'y a pas eu d'opposant à Tchétché, sinon que Vivien Manangou. Comme quoi, il y avait eu un seul opposant à Tchétché, c'est Vivien Manangou, en effet. Alors, chers téléspectateurs, vous le savez, nous allons donc, pour lancer nos hostilités comme toujours, appeler Tchip Tchivongo, bien entendu, qui va essayer de plancher, de discuter, de conférer avec l'invité sur le débat de la révision constitutionnelle, un débat qui est lancé depuis un certain temps au niveau du Congo-Brazzaville, mais que ce que la diaspora congolaise en France fait comme lecture sur ce débat lancé, eh bien, Tchip Tchivongo, vous avez Vivien Manangou en face de vous. Justement, Vivien Manangou, bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, le débat congolais sur la révision constitutionnelle, quelle opinion au sein de la diaspora congolaise? Écoutez, la diaspora congolaise, ce n'est pas une personne, j'ai envie de dire, c'est plusieurs personnes donc, qui ont des considérations différentes, qui ont des points de vue différents. En tout cas, il y a un point qui fait l'unanimité, c'est le refus de la révision de la Constitution. Les membres de la diaspora considèrent, je pense à tort, qu'il ne faut pas modifier la Constitution parce que toute révision serait liée à l'avenir du président de la République actuelle. C'est l'opinion majoritaire, l'opinion dominante. Alors, moi je porte une opinion minoritaire, mais la démocratie c'est aussi savoir être minoritaire. C'est une position que j'ai exprimée à plusieurs reprises, d'ailleurs dans votre antenne. Je suis moi pour la révision de la Constitution. Mais je suis pour qu'on révise ce qui ne marche pas, pas ce qui marche. Voilà. Ce qui ne marche pas selon votre opinion ou Selon mon opinion, qui est une opinion minoritaire, comme je viens de le dire. Ok, justement, parlons de ce débat-là, de ce fameux débat qui depuis là se dégage au milieu, enfin au sein de l'opinion nationale qu'internationale, d'une probable révision de la Constitution congolaise. Il n'y a jamais eu communication officielle de la part du président de la République. Il ne s'est jamais exprimé, ni la Cour constitutionnelle. Pourquoi cette fièvre? Pourquoi cette fuite en avant? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe pour qu'on en fasse un débat, qu'on se dise qu'on va reviser? Il n'y a jamais eu quelque chose d'officiel, une communication officielle. Nous disons que la Constitution du 20 janvier 2002 sera révisée. Qu'est-ce qui se passe? Alors, je pense qu'il y a trois choses qui doivent être soulignées. La première, c'est que contrairement à vos affirmations, le chef de l'État s'est exprimé dans le journal Jeune Afrique. En 2008 alors? En 2000, non, juste après son élection. Juste après son élection de 2009. Voilà, il s'est exprimé. Et dans cette interview dont j'ai en mémoire, parce que je l'ai commenté, il avait clairement dit qu'il ne serait pas candidat en 2016, à moins que le peuple en décidait autrement. Et que pour que le peuple puisse décider autrement, il fallait donc modifier les dispositions qui l'empêchaient de compétir, c'est-à-dire les articles 57 et 185 de la Constitution. C'était là, évidemment, ça s'appelle en politique un ballon d'essai. Première chose. Deuxième chose, vous êtes sans ignorer, puisque vous êtes un journaliste averti et que vous lisez la presse, que les membres du PCT, beaucoup d'entre eux, écrivent des articles demandant à ce que le chef de l'État se représente une troisième fois. Et là encore, et où est la peur? Et là encore, c'est de nature à susciter un débat. Je n'ai pas peur, je n'ai jamais peur moi. Surtout pas de débattre. Et enfin, dernière chose, la troisième, sans aucun doute, c'est que les Congolais, je pense, dans leur immense majorité, aspirent à l'alternance, au changement. Pas parce que le président de la République ne peut pas commander. Moi, je suis convaincu qu'on peut commander au-delà de 76 ans. Mais parce que il est normal et sain dans un pays que les dirigeants se renouvellent. C'est même important pour ceux qui sont aux commandes. Parce que il faut comprendre que le président de la République, ça fait des années qu'il dirige le pays. Et même lui-même, sur sa propre personne, ça doit être une charge énorme. Je ne suis pas sûr que tous les jours, il le vive comme une bénédiction. Justement, Vivien Manangou, jusque-là, le problème est où? C'est juste dans notre pensée, tu t'es dit, il est resté là longtemps, oui. Ou quand il le fait bien, on ne peut pas le laisser là. Où est le problème Le problème, c'est que le problème de la démocratie, c'est pas que quand il fait bien, il faut le laisser là. Le problème de la démocratie, c'est que lorsqu'on arrive, il faut respecter les règles. Lorsqu'on ne respecte pas les règles, monsieur, expliquez-moi, monsieur Tchivongo, pourquoi le Congolais qui construit, j'aime Tchétché, donc je parle de Tchétché, qui construit le petit kiosque à Tchétché, qui se fait déguerpir par monsieur Mabiala, ministre du domaine public, pourquoi ce Congolais devait respecter M. Mabiala, qui prend la décision de le virer de la rue, et ce même Congolais devrait respecter le président de la République qui refuse de se conformer aux règles?
Mais en tout cas, ce que je répète ce que j'ai dit, jusque-là, le président de la République, mais justement, jusque-là, Vivien, le président de la République n'a pas refusé de se conformer à la règle. Il n'y a pas de débat dans ce sens. Jusqu'à présent, ce que qu'ils disent alors qu'il ne sera pas candidat, ça permettrait au potentiel candidat du PCT de se préparer. Alors, Vivien Manangou, puisque nous sommes là, en fait, c'est un débat constitutionnel. Oui. Nous sommes dans la Constitution. Quels sont, si vous voulez, les mécanismes qui peuvent amener à une révision constitutionnelle? D'abord, là. Alors, le problème dans notre Constitution, c'est que les dispositions sont assez claires. En réalité, pour que l'on modifie la Constitution, il faut que le chef de l'État, il faut que le peuple se prononce. Il y a deux possibilités. Il y a soit par l'initiative des parlementaires, soit l'initiative du chef de l'État lui-même. Dans les deux cas, le peuple devra in fine se prononcer. Le problème, c'est que vous connaissez, on a parlé tout à l'heure de la parodie électorale à Tchétché, c'est que vous savez quelle est la faiblesse aujourd'hui de nos moyens électoraux, de nos procédures électorales. Un référendum aujourd'hui conduirait forcément à la victoire de ceux qui organiseraient le référendum. C'est là tout le problème. Parce que vous pensez que cette élection-là où ce référendum ne sera pas fait dans toute la transparence, justice... Vous en doutez? Dans les yeux, vous en doutez? Dans les yeux, vous en doutez? Ça fait depuis 2002 qu'on organise les élections au Congo. Dites-moi quelle est l'élection qui a été organisée correctement. Mais même le PCT le sait, puisqu'ils sont allés à Dolisie. Pourquoi? Si les choses passaient bien. L'opinion internationale a accompagné les élections qu'on a eues dernièrement, ou bien l'élection présidentielle de 2009. Quelle opinion internationale? L'opinion internationale, c'est quelques pays. Quand on dit l'opinion internationale, c'est quelques pays amis du Congo sans aucun doute. Moi, j'habite en France, je n'ai pas vu la France accompagner ou saluer la grande démocratie congolaise. Tout à l'heure, Tif Tuvongo vous posait la question de savoir quelle était la position de la diaspora congolaise sur la révision constitutionnelle. Vous avez dit, vous avez un avis minoritaire qui est celui de vouloir qu'on révise la Constitution. Mais si on révise, vous l'avez dit, on aboutira à un référendum qui ne marchera pas. Mais donc vous, comment on va faire pour réviser? Non, c'est pas ça la question. C'est que la question, c'est qu'est-ce qu'on révise? Alors, j'ai un article qui va sortir bientôt dans la semaine africaine où je pose 3 questions. Je dis, pourquoi réviser, comment réviser et qu'est-ce qu'il faut réviser? Voilà, je pense que ces 3 questions sont essentielles pour cadrer la discussion sur la révision constitutionnelle. Alors, pourquoi il faut réviser? D'abord, il faut réviser parce que notre constitution est inadaptée à l'actuelle réalité politique. 2 exemples. La première, la Constitution lie la souveraineté à la citoyenneté. C'est-à-dire que M. Djibel Tchikaya vote parce qu'il est congolais. Vous avez un passeport parce que vous êtes congolais. Même si ce n'est pas toujours évident d'avoir une pièce d'identité, je vous en parlais. Vous comprenez? Or, il y a quelque temps, le Congo a signé l'acte constitutif de la CEMAC qui aujourd'hui a institué des passeports communautaires. C'est-à-dire, aujourd'hui, les Gabonais ont un passeport qui lui permet au Congo de circuler librement, de faire ce que le Congolais fait. C'est-à-dire, c'est un élément de souveraineté que nous avons transféré à la CEMAC. Mais qu'est-ce que dit la Constitution? Vous savez, nous sommes là en porte-à-faux avec la Constitution. Je suis étonné que personne n'en parle. Il faut que la Constitution aujourd'hui prenne en compte la réalité de la construction communautaire. Personne n'en parle. C'est-à-dire que nous sommes dans un pays où, moi j'appelais ça le régime des apparences. C'est-à-dire qu'on va signer des traités et on n'en tire pas les conséquences de l'ordre interne. Vous comprenez? La Constitution nous dit mot. Deuxième exemple. En 2012, je vous en parlais hier, la session, je crois que c'était la 12e session au Sénat, 27 ministres interpellés, 4 présents. 27 ministres interpellés, 4 présents. C'est-à-dire que nous sommes dans un pays où le gouvernement n'est pas contrôlé. Vous comprenez? Mais pourquoi le gouvernement? Pourquoi? J'ai suivi plusieurs fois le ministre Kadir. Nous sommes dans un régime présidentiel, je vais ou je ne vais pas, je rencontre le président. Voilà des éléments objectifs qui doivent conduire à changer la Constitution. Ils peuvent avoir été occupés par des missions professionnelles, non? On n'est pas occupé lorsque la représentation du peuple vous appelle. Si monsieur, je ne sais pas qui ministre, est ministre, c'est parce qu'il y a bien un peuple congolais qui accepte qu'il soit ministre. Je vous rappelle que M. Ben Ali avait été élu puis chassé. Donc lorsque les représentants du peuple vous appellent, vous venez vous expliquer quelles que soient par ailleurs vos activités. Ou vous envoyez quelqu'un, un autre ministre, qui vient reprendre à votre place. Mais on ne peut pas comme ça faire la fine bouche lorsque les élus du peuple vous appellent, vous interpellent. Voilà des éléments objectifs qui doivent conduire à une révision de la Constitution. L'Assemblée nationale, le bureau de l'Assemblée nationale ne se plaint pas, apparemment. Mais là, ne sanctionne pas. C'est le problème du fait majoritaire, encore une fois. C'est le problème du fait majoritaire. C'est-à-dire que l'Assemblée nationale a été conçue, le règlement de l'intérieur de l'Assemblée nationale a été conçu de telle sorte que la majorité parlementaire ait tous les pouvoirs.
C'est-à-dire que le règlement de l'intérieur de l'Assemblée nationale ne permet pas la libre expression des groupes minoritaires. Et ces groupes minoritaires n'existent pas parce que les élections sont biaisées avant. Donc il faut prendre... Regardez un exemple encore très simple. Nous sommes aujourd'hui dans une situation d'exception puisque les conseils locaux arrivent à fin de mandature. Bon, très bien. Que dit la Constitution? Rien. Non, la Constitution dit qu'il y a une disposition qui dit que jusqu'à ce qu'on installe le nouveau bureau exécutif, l'ancien bureau continue. Mais il y a une période. La Constitution ne dit pas qu'ils peuvent diriger ad vitam aeternam. Et la Constitution ne dit pas qu'il faut par ailleurs que le ministre de l'Intérieur s'arroge les pouvoirs. Parce que là, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est qu'on a mis fin à l'organe délibérant, c'est-à-dire aux élus, et on a laissé fonctionner les organes exécutifs. C'est encore plus grave. C'est-à-dire que la démocratie est mise de côté et les administrateurs fonctionnent. Alors que c'est les élus de la démocratie qui doivent continuer. Vous voyez, tout ça pour vous dire qu'il y a beaucoup d'éléments objectifs qui doivent nous animer, doivent nous emmener à une révision de la Constitution. Mais on n'est pas obligé de réviser le nombre de mandats du président de la République. Pourquoi? Alors, comment ça va se passer? Comment ça va se passer tout ça? Comment ça va se passer? Eh bien, il faut que les Congolais soient de bonne foi. Il faut que les Congolais parlent pour le Congo et non pas pour les intérêts politiques ou les intérêts... Lorsque M. Nzo Mathias, qui pendant longtemps nous a expliqué que la Constitution était mauvaise, qu'il fallait la jeter à la poubelle. Il a dit sur la sellette. Et aujourd'hui, le même nous explique qu'il ne faut pas toucher à la Constitution parce que tout d'un coup, elle serait devenue bonne. Vous croyez que c'est une attitude responsable? Évidemment que non. Il faut de la constance et de la cohérence en politique. Alors moi, ce que je propose, c'est que cette Constitution soit révisée. Je n'ai pas changé d'avis, elle est toujours mauvaise. Par contre, on ne peut pas la changer complètement. Pourquoi? Parce que lorsque vous changez de Constitution, vous faites appel à l'instabilité. Et nous sommes aujourd'hui, vous le savez, 183e de le classement de Doing Business. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que et puis nous captons pas des idées, vous savez ce qu'on appelle les investissements directs à l'étranger. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les partenaires extérieurs ne viendront pas au Congo parce que le Congo est un pays politiquement instable, qui change de constitution, comme dirait l'autre, pour faire plaisir à votre collègue féminine, la seule. Je vois que votre groupe est macho, puisqu'à chaque fois il y a une seule femme. Il faudra peut-être la prochaine fois qu'il y ait plus de femmes. Et pour faire plaisir donc à notre amie, la seule femme du groupe, tu changes de constitution comme on changerait les Kanzako. Alors, ça, c'est quelque chose qui ne rassure pas la communauté internationale. Donc il faut la modifier. Il faut modifier les points qui ne fonctionnent pas. Je n'ai donné quelques illustrations. En revanche, le mandat du président, on n'a pas besoin d'être changé. D'ailleurs, je vais plus loin. Moi, j'appelle à la suppression de l'élection présidentielle. Je l'ai déjà dit, je le redis. Je l'avais dit la dernière fois. Et je me rappelle que c'était M. Mbama qui me disait, mais oui, non, c'est pas M. Mbama. C'était un autre monsieur qui n'est pas là aujourd'hui. Qui disait, mais oui, mais comment voulez-vous qu'on supprime écoutez, vous voyez bien que là, j'ai raison. Parce qu'on arrive à 3 ans de l'élection présidentielle et on a l'impression que le pays n'existe plus. Mais vous croyez pourquoi on parle de la révision de la Constitution? C'est parce qu'il y a l'élection présidentielle. Supprimons-la. Supprimons cette élection. Nous la remplacerons par un régime parlementaire intégral. C'est-à-dire que les députés seraient élus dans leur circonscription. Nous aurions un président de la République qui sera élu, non pas élu, mais qui sera, on va dire élu, qui sera élu par un collège électoral élargi. C'est-à-dire qu'il y aura les conseillers municipaux, les députés, et nous aurons les représentations historiques. Par exemple, le roi de Maluango, le roi de Luango, le roi de Téké. Pourquoi on reconnaît ces rois-là s'ils n'ont aucun pouvoir? D'ailleurs, quand le président plus vient, je vois, on appelle le roi Luango qui vient, qui donne une espèce de clé, enfin, vous voyez le rituel. Ça, il existe où? Voilà la Constitution, il existe où? Le roi Luango, pourquoi on l'appelle, on lui donne les honneurs? Le roi Téké, il est où? La Constitution est là, il est où? Monsieur Tivoro, on a un autre, il est où? Il existe où? Voilà. Donc, on peut intégrer ces gens-là, le président aura deux légitimités, une légitimité politique, qui sera celle des élus, et une légitimité historique qui sera celle des élus, des rois, des chefferies. Voilà, chez nos frères du Nord, il n'y a pas de roi, et les chefferies traditionnelles, ils seront là. Et ce monsieur qui sera élu sera chargé de la représentation internationale et sera chargé des rapports honorifiques. Il n'aura pas de pouvoir public, de compétences publiques fortes. Le Premier ministre, qui sera chef du gouvernement, lui aura des compétences spécifiques. Ce président pourra être élu à vie, on s'en fout, puisqu'il sera là pour la représentation, pour la continuité de l'État, pour la sagesse nationale. Voilà un dispositif qui peut permettre de mettre d'accord tous ceux qui se battent pour l'élection présidentielle. Justement, nous avons affaire à un juriste. Allons donc aux articles, puisqu'on parle depuis la revue, on ne peut pas reviser, on ne peut pas reviser tel article. L'article, puisque nous avons la Constitution devant nous, l'article 57 nous dit du titre 5 du pouvoir exécutif, le président de la République est élu pour 7 ans au suffrage universel direct. Il est rééligible une fois. La langue veut me fausser. Ouais. Alors, que pensez-vous de cet article?
Cet article, il est mauvais. Il est mauvais. Il est mauvais. Il est bon dans ce qu'il y a une clause limitative de nombre de mandats, c'est-à-dire qu'il précise bien qu'il faut qu'un seul mandat, très bien. Il est mauvais parce qu'il prévoit 7 ans de gouvernance. Il n'y a qu'en Afrique que les gens sont élus pour 7 ans, avec autant de pouvoir. Le président de la République, vous vous rendez compte? Moi, j'ai écrit pour le Congo, j'ai dit qu'au Congo, il y a ce qu'on appelle le principe de superposition. C'est-à-dire que vous avez un président qui est superposé avec l'armée, qui lui permet de conserver le pouvoir, d'accord? Superposé avec un parti politique puissant, qui lui permet de contrôler le pouvoir politique, et superposé avec une ethnie qui lui permet d'avoir tous les cadres du pays. Comment on appelle ça? Non, peut-être pas une image. C'est un cadre que l'on retrouve aussi au Cameroun, que l'on retrouve dans certains pays, au Gabon. Et ce cadre-là ne peut pas permettre l'émergence d'une véritable démocratie. Pourquoi faire 7 ans? Lorsque aux États-Unis, plus de 300 millions d'habitants, première puissance économique du monde, on fait 4 ans. La France, parce qu'il faut se rappeler pourquoi on fait 7 ans. C'est qu'en France, c'est la constitution française de 75, les lois constitutionnelles de 75, qui a inauguré le mandat de septennat. Pourquoi? Parce que les républicains français, les monarchistes français de 75, avaient pour objectif, en choisissant celui qu'on appelait le duc de Broglio, c'était un espèce de type rêveur, qui devait être là. En fait, on l'a dit, on va le mettre là pour 7 ans. Et en attendant que les républicains se fatiguent pour remettre la monarchie. Donc en fait, l'idée du septennat, c'est qu'il y ait une transition entre la République et la monarchie. Est-ce qu'on veut devenir un royaume au Congo? Et donc nous, on copie à l'aveuglette? Nous, on a copié. Non, on n'a pas copié à l'aveuglette. On a copié. Non, ce n'était pas l'aveuglette. On a manipulé la copie. C'est une greffe manipulée, instrumentalisée. Ah bon. Aujourd'hui, il faut revenir à des mandats raisonnables, c'est-à-dire 5 ans. Vivien Manangou ne se contredit pas. Non. Alors, vous avez parlé de la royauté, qu'un président pouvait être là à vie. Oui, bien sûr. Mais aujourd'hui, il y a le principe... pourquoi vous faites un problème? Non, il y a le principe du renouvellement de mandat. Il est à vie, il a un mandat de 5 ans, et au bout de 5 ans, si les Congolais veulent lui faire confiance, c'est-à-dire les Congolais dont j'ai expliqué le contour, ils vont à nouveau l'élire et ils seront là pour 5 ans, non pas 7 ans. Alors nous allons clore avec ce débat sur la Constitution ou la révision de la Constitution. Tout à l'heure, dans tout ce que nous faisons, c'est qu'à la fin, il faut qu'il y ait une élection pour qu'on révise. Or, l'élection, vous l'avez dit au Congo, tout le processus est vicié. Ça veut dire que Mathias Zo a raison pour dire qu'on le laisse là, qu'on la laisse là pour s'agir de la Constitution, pour qu'au moins que celui qui est là ne manipule pas l'élection. Mais qu'est-ce qu'il dit à Mathias Zo qu'en 2016 l'élection ne sera pas viciée? Même si on mettait M. Ayessa à la place de M. Sassou. Au moins il y aura l'alternance. Quelle alternance? Ça c'est pas d'alternance. L'alternance, ce n'est pas les personnes. L'alternance, c'est au sein d'une famille politique. En France, entre 58 et 81, il n'y a pas eu d'alternance. Mais il y a eu changement de président. On est passé de De Gaulle à Giscard, à compagnie, à Pompidou entre-temps. Donc l'alternance, c'est lorsqu'on change d'orientation politique. D'ailleurs, je veux bien savoir, M. Nzon Mathias, quelle alternance il apporterait? Qu'est-ce qu'il pense de différent de M. Sassou? Il faut bien qu'il nous l'explique aussi. Vous avez une idée de Modeste Boukadia? Je connais Modeste Boukadia. Il aussi intervient. Il est de la diaspora aussi. Je le connais très bien. Oui. Oui, il intervient aussi pour dire que non, cette veste-là, c'est-à-dire la Constitution, est taillée sur mesure. Oui. Ça suffit au président de la République. Oui. Quand il arbore ce costume-là, ça lui suffit. Il ne faut pas le reviser, il faut le laisser comme ça. Mais je pense que sur ce point-là, Modeste Boukadia, qui est un homme pour qui j'ai beaucoup d'estime, se trompe. Je pense qu'il se trompe. Je pense que sur ce point-là, il se trompe. Alors, dernière phrase de Vivien Manangou. Qu'est-ce qu'on doit faire avec la Constitution du 20 janvier? On doit réviser, parce qu'elle est mauvaise, mais on doit réviser les points qui ne fonctionnent pas les points qui fonctionnent. C'est-à-dire, quels sont les points qui ne fonctionnent pas? Les points qui ne fonctionnent pas. Les points qui fonctionnent, il y en a un fondamentalement, c'est la compétence du chef de l'État sur le plan international. La capacité diplomatique du président de la République est avérée. Le Congo est un petit pays qui a une diplomatie assez puissante. Il faut le reconnaître. Ça serait être de mauvaise foi de ne pas le dire. Mais tout le reste ne fonctionne pas. Les rapports gouvernement, pouvoir législatif ne fonctionnent pas. Les libertés publiques ne sont pas véritablement garanties. Tous ces éléments sont les éléments à réviser. Et puis il y a un élément essentiel, moi je pense qu'il faut peut-être constitutionnaliser, c'est la CONEL. Hein, c'est n'importe quoi là, c'est un bordel pas possible là. Hein, tous les matins on change de membre. Bien sûr, on change de membre, le lendemain matin on change de composition, l'UPADES rentre pas, on ne sait pas. Il faut constitutionnaliser une commission électorale véritablement indépendante, à mon avis qu'on devrait laisser au prélat, à la société civile, hein, qui serait là, et ça doit être dans le test sacré qui est la Constitution. Encore, quand il dit on va peut-être y revenir avec ça c'est une autre question. Les autres intervenants. Merci. En attendant qu'on reçoive donc Eric Abiv. Eric Abiv nous disons merci à Tip Tivongo. Eric Abiv va aborder avec vous
le recensement administratif spécial, quel impact sur le système électoral congolais? Bien évidemment, on va revenir sur la constitution, etc. Eric Abif. Justement, je vais devoir conférer avec vous sur le recensement administratif spécial, quel impact sur le processus électoral congolais. Mais avant d'y arriver, tout à l'heure je vous ai suivi, vous avez dit qu'au Congo-Brazzaville, les élections ne sont pas libres et transparentes. Est-ce que vous aviez eu à parcourir la brochure écrite par Mavungu Zinga sur le vademecum du parfait tricheur, ou comment tricher facilement au Congo, puisque dans cette brochure, il décrit comment on triche au Congo avant, après et pendant les élections. Non, pas encore. J'ai eu la chance de suivre votre émission sur la Solette et j'ai vu monsieur l'honorable Mabio présenter sa brochure. Je pense que c'est un travail correct puisque lui-même a été candidat à plusieurs reprises, donc il doit savoir en gros quelles sont les manières par lesquelles procèdent les tricheurs. Mais quoi qu'il en soit, si l'initiative de l'honorable Mabio peut être saluée, il n'en demeure pas moins qu'il est membre du RDPS, donc parti allié au pouvoir, et que c'est le pouvoir qui triche. Donc il y a là une certaine incohérence à brandir des brochures, parfait machin du tricheur, alors qu'on est amis, copains avec ceux qui trichent. C'est comme si vous hébergez un voleur chez vous et vous dites attention, là-bas il y a les voleurs. Mais bah, le voleur, cher ami, il est chez vous. Mais puisque parfois il faut marcher avec le voleur pour comprendre le voleur. On ne marche pas avec le voleur. Lorsqu'on a des principes, on s'en tient. En meurt de faim, on s'en tient. Ça s'appelle, chère madame, la dignité. Alors venons-en au recensement administratif spécial. Vous êtes basé en France et certainement que depuis la France, vous avez suivi la concertation politique de Dolizy. Et cette concertation a débouché sur un certain nombre de recommandations. Quelle a été votre lecture suite à ces différentes recommandations qui vont désormais poser les jalons, ou ce rendez-vous qui a posé les jalons d'une élection transparente, libre au Congo? Moi, vous savez, les petites réunions sur les coins de table, moi, j'y crois pas beaucoup. J'y crois pas. On a fait Evo, rappelez-vous. Nous, on a été les dindons de la farce de cet Evo-là. Hein, on nous a dit, cette fois-ci, ça sera très bien, les maires ne seront plus responsables des élections. Finalement... Vous n'avez pris pas? Ah non, mais vous savez, je suis un républicain, un légaliste. Lorsqu'il y a des dispositions réglementaires ou législatives qui sont adoptées dans les pays, moi, j'y souscris, je les respecte. Moi, vous savez, je ne fais pas la politique pour m'amuser. Moi, je fais la politique pour un jour commander ce pays. C'est un objectif que j'ai. Et il y a un adage célèbre qui dit, lorsqu'on veut commander, il faut accepter d'être commandé. Ça veut dire que s'il y a des gens qui prennent des lois, moi, j'y étais pas, mais... une fois que ces lois sont adoptées, il faut que je les respecte en tant que Congolais. Sinon, ça veut dire que je suis moi-même hors la loi. Et le jour où moi je serai chef de l'État ou chef de gouvernement, ce que je préfère, comment je dirais aux autres respecter les lois si moi-même, quand j'étais dans l'opposition, je ne les respectais pas? Vous voyez, donc il faut être responsable lorsqu'on aspire à des hautes fonctions publiques. Mais ceci étant dit, Evo n'a rien apporté, que croyez-vous que Dolizy apportera? Tout ça, c'est pas sérieux. Enfin, et puis, ça fout un bordel pas possible. Là, on aurait eu des aides locales, on va plus les avoir, c'est décalé de 6 mois. Ça s'appelle le droit dérogatoire, c'est-à-dire le droit dérogatoire qui prend le pas sur le fonctionnement régulier des institutions. Et pour quels résultats? Des résultats minables. Alors, mais je ne veux pas être trop sévère, je considère qu'on a lancé un recensement, ça vient de commencer. Dire qu'il sera mauvais ce recensement, c'est être aussi de mauvaise foi. Attendons la fin du recensement, attendons véritablement les résultats du recensement pour dire s'il y a eu véritablement des avancées au niveau de Dolizy. Mais comprenez-moi, chère madame, l'expérience m'oriente plutôt à penser que les choses se passeront encore comme d'habitude, malheureusement. On ne sait pas que vous êtes trop pessimiste. Vous savez, lorsqu'on a divorcé 4 fois, on ne croit plus au mariage. Alors, le recensement administratif spécial venait d'être lancé le 6 août dernier. Est-ce que vous vous êtes déjà fait recenser comme pour accomplir votre acte citoyen? Non, pas encore, parce qu'ils ne sont pas encore arrivés chez nous. Dans notre, vous savez, moi je suis de Tchétché, nous sommes souvent les derniers sur la liste, mais les agents recenseurs arriveront. Comme je vous ai dit, je suis respectueux des dispositions réglementaires et lorsque je m'y plierai évidemment comme tous les citoyens, même si je le rappelle encore que c'est pas facile d'avoir une pièce d'identité au Congo. Même il s'agit d'un problème plutôt privé que je ne vais pas ici dire, mais je vais simplement dire qu'il faut que les autorités fassent tout pour que les Congolais aient leur pièce d'identité. J'en fais partie.
Je pense que je suis un Congolais. J'ai été boursier, j'ai reçu la bourse du Congo en faisant mes études en France. On ne va pas m'expliquer aujourd'hui que j'ai pas droit à une pièce d'identité. Enfin, c'est aberrant. Ça veut dire que le Congo a mis l'argent sur quelqu'un à qui il ne croit pas. C'est incroyable. Je vais sortir un peu de votre sous-thème Eric Habib pour aborder évidemment ce que vous venez de dire. Vous avez reçu la bourse du Congo pour aller étudier en France? Non, je n'ai pas reçu la bourse du Congo pour l'étudier. J'ai bénéficié de la bourse du Congo en France lorsque j'étais en 3e année. Lorsque vous étiez en 3e année. Alors, parlez-nous un peu des Congolais étudiants en France. Comment ils se comportent? Est-ce que la majorité suit bien leur parcours? On aura un véritable problème dans les années à venir. C'est-à-dire que avant, on avait 2 facteurs importants qui faisaient que le Congo ait de nombreux cadres. Nous avions l'université Marangwabi et les écoles annexes qui formaient des cadres. Véritablement, nous avons des très bons cadres qui ont été formés au Congo. On n'a rien à pâlir avec les autres. Très bien, mais c'est une génération qui est en train de passer. Et puis, nous avions un lot de Congolais qui allaient étudier à l'extérieur et qui faisaient correctement leurs études. Et puis, ce qui expliquait qu'on ait beaucoup de cadres à foison dont certains n'étaient même pas utilisés. Bon, aujourd'hui, les 2 facteurs se sont renversés. Marangwabi ne forme plus. Hein, quand vous voyez l'état des cadres aujourd'hui, c'est une blague, hein, une supercherie. Et puis, ceux qui vont en Europe ne vont pas à l'école. Sur 100 étudiants congolais qui vont à l'extérieur, je pense qu'il y a malheureusement 10 ou 15 qui vont à l'école. C'est-à-dire qu'en termes de pourcentage, c'est une catastrophe. Pourquoi? Eh bien parce que la réalité est évidemment très difficile. La première chose, c'est que généralement, ils ont un mauvais niveau. Le niveau est bas et lorsqu'ils arrivent en première année dans les facultés, ils ne s'en sortent pas. Ils font la première année, ils ont 2 de moyenne, ils reviennent la 2e année 2 de moyenne, et ben ils vont travailler, ils vont faire autre chose. Et malheureusement, il n'y a pas véritablement d'assistance des pouvoirs publics. On ne tient pas de listing pour savoir, on a quelques étudiants inscrits là, comment on fait pour les aider, pour les encadrer. Mais ces gens-là, c'est l'avenir du Congo de demain. Mais le problème, c'est que je pense que le gouvernement ne fait pas le pari de l'éducation. C'est ça le vrai problème. Vous êtes professeur d'université? Je ne suis pas professeur d'université, je suis enseignant contractuel. Je n'ai pas le titre de professeur. Ah, vous n'avez pas encore je l'aurai peut-être un jour. Vous enseignez à l'université, oui. C'est ce que je veux dire. Oui. Est-ce que dans votre expérience professionnelle, vous avez eu à enseigner quelques Congolais? Oui, c'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé à mon plus grand regret, ce n'était pas les plus bruyants, mais c'est déjà arrivé, bien sûr. Ils n'étaient pas les plus bruyants? Non, malheureusement. Eric Habib, vous pouvez revenir sur votre sous-thème, c'était juste une parenthèse. Sur le recensement administratif spécial, justement, puisque ça a commencé, est-ce qu'on peut dire que le recensement administratif spécial aura un impact sur le processus électoral congolais? Normalement, oui, ça permettrait d'avoir une idée réelle du fichier électoral. Vous savez que le fichier électoral, c'est essentiel. On ne peut pas aller à une élection lorsqu'on ne maîtrise pas le corps électoral. Donc normalement, oui. Mais le problème, c'est que ce n'est qu'un élément parmi beaucoup d'autres. Il y a des problèmes plus importants encore. Par exemple, les élections au Congo sont fondées sur 2 inégalités. La première, c'est une inégalité de droit. C'est-à-dire que vous avez une CONEL qui, au fond, est au service du pouvoir. Vous avez l'administration qui se met presque au service des candidats du PCT. C'est une inégalité de droit. La deuxième inégalité est une inégalité de fait. Il n'y a que eux qui ont l'argent. Où est-ce qu'ils trouvent l'argent pour faire campagne? Est-ce qu'ils trouvent l'argent pour faire campagne? Vous voyez des élections où quelqu'un, dans une petite circonscription, dépense 100 millions. Candidat, je ne sais pas où, dans la Bouenza, ou petite circonscription de 30 000 personnes, il dépense 100 millions, 80 millions. Vous voyez, c'est insolent. Il faut des armes juridiques pour empêcher ce genre de situation. Tant que nous n'aurons pas véritablement des armes, même avec le fichier électoral que vous voulez, étant donné l'inculture de nos peuples, ça, il faut le souligner aussi. Il y a beaucoup d'analphabètes au Congo, notamment dans les coins reculés, ou des gens qui sont plutôt ancrés dans certaines réalités ethniques. Parce que le tribalisme est le résultat de l'inculture. Quelqu'un de cultivé ne peut pas être tribal. Sinon, c'est un imbécile. Alors ça, je le dis clairement. Tous ceux qui sont des tribalistes au Congo sont des imbéciles. Et j'attends qu'on me fasse un procès. Parce que lorsqu'on est quelqu'un de sensé, d'intelligent, on ne peut pas être tribal. C'est pas possible. Bon, très bien. Et vous voyez que le vote est tribal, on met de l'argent comme ça. Il faut trouver des moyens d'encadrer tout ça. Sinon, le recensement administratif, on en fera 50. Finalement, on tombera dans les mêmes travers. Après le recensement administratif, va intervenir bien évidemment l'élection municipale ou les locales. Alors, est-ce que Vivien Manangou sera candidat au local? Nous avons décidé avec tous les amis qui m'accompagnent de ne pas nous présenter aux élections locales. Pour une raison très simple, c'est que les conditions politiques aujourd'hui ne me paraissent pas réunies pour aller à une élection. Il y a eu, comme je vous le dis, il y a 1 an, une parodie d'élection à Tchétché où les candidats PCT ont obtenu dans notre circonscription près de 26 000 voix. 26 000 voix. Tout le monde sait comment les gens ont voté. Hein. Donc pour avoir 26 000 voix dans un arrondissement, il faut être... très bien. Et
les élections locales, c'est à la proportionnelle. Quel a été le changement majeur qui va expliquer que les mêmes travers d'il y a un an ne se reproduisent pas 15 mois plus tard? Vous savez, moi je ne fais pas la politique pour les postes. Si je faisais la politique pour les postes, j'en obtiendrais et des postes importants. J'en ai eu et reçu des propositions. Ah bon? Oui, bien sûr. Et comme tous les Congolais, j'imagine. Et je ne fais pas la politique pour ça. Je fais la politique pour des convictions. Lorsque je pense que là, il n'y a pas les conditions politiques, j'y vais pas. Et donc, avec des amis, nous n'irons pas aux élections municipales parce que les conditions politiques ne sont pas réunies. Pour vous, les conditions politiques, c'est quoi? Parce qu'à Tchétché, il n'y aura que 11 conseillers. Vous pensez que dans les 11, vous ne pouvez pas vous retrouver? Non. Moi, je considère qu'à Tchétché, je suis le plus populaire. Parce que vous ne croyez pas à la transparence? Non, j'y crois pas. Je considère qu'à Tchétché, puisque je suis le seul à avoir fait campagne sans donner d'argent, et je suis arrivé 4e, sans avoir donné un sou. Si on a donc, ça veut dire que, et malgré tous les tripatouillages qu'il y a pu se faire. Mais la question, c'est quoi? C'est comme je vous ai dit, aujourd'hui, je ne vois pas comment on peut aller à une élection libre et transparente si les erreurs d'il y a un an n'ont pas été corrigées. C'est simple, clair et limpide. Erika, à 2 minutes, on va aborder le dernier sous-thème. Tout à l'heure, on parlait des élections locales qui pointent à l'horizon, qui ont été d'ailleurs reportées puisque c'était prévu en juillet dernier. Et vous qui êtes un homme de droit, et que dit la Constitution justement, puisqu'il y a comme vacances au pouvoir, mais les élus locaux sont encore là. Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire? Que dit la Constitution? Mais justement, le problème, c'est que nous avons la Constitution congolaise, il y a quelque chose de... C'est pour ça que j'ai parlé de ce qu'on appelle la déconstitutionnalisation. C'est-à-dire que c'est un phénomène qui consiste à renvoyer à des lois des faits constitutionnels. Vous verrez que dans la Constitution congolaise, c'est valable pour le Conseil supérieur de la communication, c'est valable pour les collectivités locales. La Constitution renvoie à des dispositions législatives. Là, en l'occurrence, c'est des dispositions législatives qui organisent la vacance de pouvoir. Donc vous voyez que la Constitution, de ce point de vue-là, il faut mettre un cadre spécifique de la décentralisation dans la Constitution. Ce que faisait parfaitement la Constitution de 92. Il y avait un titre entier sur la décentralisation, il y avait une dizaine d'articles qui parlaient de tout ça, tous ces éléments-là. Notre Constitution, elle n'existe pas. On vous dit à peine que voilà, les autorités élues, ainsi élues restant en place en attendant la mise en place des nouvelles instances élues. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. On ne provoque pas des situations exceptionnelles. C'est celle-ci. Dans cette situation-là, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, en balbutie, c'est une circulaire du ministre. Une circulaire du ministre qui met fin au mandat des autorités élues. Une circulaire qui met fin à l'expression du peuple. Vous imaginez? Vous imaginez? Le ministre dans son bureau, paf, vous n'avez plus de valeur. Alors que vous avez été élu, enfin, soi-disant élu. Vous voyez bien que là, il y a un véritable problème et il est temps que nous clarifions la décentralisation, que nous mettions en place un statut de la décentralisation. C'est important, pourquoi? D'ailleurs, dans la fameuse réforme constitutionnelle, il faut le faire. Pourquoi? Parce que la décentralisation, disait Tocqueville, quand il allait aux États-Unis, il a expliqué qu'aux États-Unis, il y avait deux choses qui expliquaient qu'il n'y ait pas de dictature. C'est la décentralisation et la liberté de la presse. Donc, société civile, presse et décentralisation. Ce sont ces éléments qui faisaient qu'aux États-Unis, qu'il n'y ait pas de dictature. Vous comprenez? Chez nous, la presse est bâillonnée, la décentralisation n'existe pas. Dans quel régime nous sommes? La décentralisation n'existe pas, vous dites. Qu'est-ce que vous souhaiteriez, vous, au niveau de communes, qu'il y ait des maires, par exemple, élus ou quoi? Est-ce qu'il est normal qu'à Tchétché, où vivent plus de 300 000 personnes, le maire soit un administrateur maire choisi par le ministre de l'Intérieur sans concerter qui que ce soit? Plus de 300 000 personnes. Est-ce que ces 300 000 personnes n'ont pas le droit de choisir qui va être leur guide? Et je vais plus loin. Je pense que le maire de Pointe-Noire doit être élu au suffrage universel direct de tous les habitants de Pointe-Noire. Pas par les conseillers. Non. Parce que par le conseiller, ça fait appel au vagabondage. Ça fait appel au vagabondage politique, au clientélisme. On sait comment ça se passe. Il faut que tous les habitants de Pointe-Noire aient la possibilité de choisir leur maire. Ça se fait à Rome actuellement. Et ça se fait très bien. D'ailleurs, au Sénégal, il y a un projet de loi qui a été déposé pour que les maires des villes de plus de 100 000 habitants soient élus. Plus d'1 million d'habitants à Pointe-Noire. On voudrait participer à la gestion locale, non pas retrouver des gens qu'on ne connaît pas, qui seraient premiers adjoints au maire. Alors, est-ce que dernière question, Erika Bif. Le recensement administratif spécial n'est qu'une façade, en fait, qui cache là un agenda? Non, je n'ai pas pour habitude de juger hâtivement. Je vous dis, laissons le recensement se faire, nous verrons bien quels seront les résultats. Mais permettez-moi d'en douter de l'effectivité. Merci beaucoup, Erika Bif. Merci, Vivien Manangou. Nous allons recevoir Antoine Dustel Mbama pour le dernier sous-thème. Antoine Dustel qui va aborder
le sous-thème sur le rôle du chef de l'État dans le règlement des conflits au niveau de la sous-région. Antoine Dussel Bama. M. Manango, avant d'y arriver, alors, quelle appréciation faites-vous du PCT qui a avalé la plupart des formations politiques? Est-ce que c'est de la démocratie ou alors... C'est de la démocratie. Contrairement à ce que les gens disent, c'est de la démocratie. Moi, je pensais que c'était une mauvaise stratégie. Et je l'ai dit à M. Ibovi François, que c'était une mauvaise stratégie. Et je l'ai dit. Il est membre du bureau politique PCT, j'ai discuté une fois avec lui en France. Et je lui ai dit que c'était une mauvaise stratégie. Parce que je considère que les petits partis font respirer la démocratie dans ce sens où ils ont leur spécificité. Je pense qu'Agir n'était pas totalement le PCT, si vous voyez ce que je veux dire. Et on avait plus de chances de voir des petits jeunes. On a vu des petits jeunes. Mon ami Gislam Boulou, qui à Agir était membre du bureau politique et qui au PCT est rien du tout. Vous comprenez? Donc on a tué les jeunes qui s'engageaient dans la politique, qui pouvaient exprimer des idées en venant se mettre dans le PCT. Et bien là, ils sont tombés sur Bas pour nous, enfin, les dinosaures, quoi, vous voyez. Et là, ils ne peuvent plus faire quoi que ce soit. C'est fini. Vous ne verrez plus une génération de politiques monter. Pourquoi? Parce qu'ils sont allés s'allier aux vieux qui sont aux affaires depuis 2000 ans et qui veulent y rester à tout prix. Et ça a été mauvais pour l'image, pour la responsable démocratie. Mais c'est démocratique, évidemment. L'UMP a été créé sur quelle base? L'UMP a été créé sur la base du rassemblement. Vous avez l'UDF, le DL, le Parti démocrate chrétien. Ces partis ont été fusionnés dans l'UMP. La procédure est démocratique. Ce qui ne l'est pas, en revanche, c'est cette facilité à avaler des jeunes dirigeants, des jeunes cadres qui devraient émerger. Nous avons besoin des jeunes, que les jeunes s'engagent en politique. Notamment Jeunesse à mouvement. Notamment, le cas typique de Jean-François Kando, je le dis à qui veut m'entendre. Moi, la Jeunesse au mouvement était un parti prometteur. Jeune parti prometteur, évidemment. On avait besoin de jeunes partis de ce type qui portaient une voix nouvelle. Est-ce que Jeunesse en mouvement avait besoin de se faire avaler par le PCT? Finalement, pour porter quel message? Pour porter quel message? Et finalement, en opposant, je me dis c'est pas plus mal. Ça nous laisse à nous, on va dire une voix. Jeunesse en mouvement, en allant au PCT, tout comme les autres partis. Il nous laisse à nous une voie royale que nous allons exploiter. Est-ce que pour vous, Jean-François Kando serait quand même un bon opposant qui peut faire l'affaire des jeunes? Jean-François Kando aurait été un bon opposant. Je pense que Jean-François Kando a sa place dans une vraie opposition, pas dans les histoires du PCT. Parce que dans les histoires du PCT, il bloque la porte à l'avenir. Il a fait une grosse connerie. À mon avis, il doit s'en rendre compte. Il le sait, je pense. Je ne le connais pas, mais je pense qu'il le sait. Est-ce qu'au Congo, il y a véritablement un parti national? Non, il y a des partis ethniques. Il y a le PCT qui peut être un parti national. Là encore, il faut dire les choses honnêtement. Le PCT a l'avantage d'avoir été le parti unique. Et donc le PCT avait des militants partout dans le pays. Moi, je connais des gens dans les coins reculés de Le Poule, dans la Bouéza, qui sont des fervents militants du PCT. Et même l'alternance de 92 n'a rien changé. Donc le PCT, je pense, aujourd'hui, est le seul parti national. Malheureusement. Ceux qui s'y trouvent aujourd'hui, oui. Est-ce que c'est par conviction ou par simple... Ceux qui s'y trouvent aujourd'hui, pour la majorité d'entre eux, ils sont là parce que c'est des opportunistes. C'est des gens qui veulent gagner de l'argent. Je parlais encore avec un ami avant-hier, un homme d'affaires, qui n'aime rien de ce que fait le PCT, mais qui me disait « j'ai pas le choix ». Alors aujourd'hui, en dehors du PCT, Antoine Dussel Bama a fait bien de parler du PCT, on a parlé de Jeunesse en mouvement. Est-ce que vous suivez l'actualité politique au niveau de l'UPADES? L'UPADES qui est allé au Congrès, mais ce même Congrès est boudé. On ne comprend pas cette cacophonie. Comment vous analysez la situation? Mais parce que je pense que l'UPADES, comme le MCDD, comme le RDP, sont des partis morts. Ce sont des partis morts vivants. C'est-à-dire vous avez l'impression qu'ils vivent, mais c'est des morts. Hein, voilà, c'est tout. Vous n'avez pas l'impression qu'on vit la même chose? On a vécu la même chose au RDPS avec Babio et compagnie, qu'on a vécu la même chose à l'UPADES aujourd'hui, là le MCDDI est divisé. Vous n'avez pas. Mais voilà, mais pour une raison très simple. Je me demande pourquoi ils ne comprennent pas ces gens-là. Pour quelle raison? Eh bien, c'est très simple. Ces partis ont été créés sur la base d'un leadership fort. Le RDPS n'existe pas sans Jean-Pierre Tister-Tchika. Il ne faut pas rêver. Il ne faut pas rêver. Ceux qui rêvent se trompent. L'UPADES sans l'Issouba n'existe pas, c'est une connerie. Le MCDD sans Kolela n'existe pas. Ça veut dire que le PCT sans Sassou n'existera pas demain. Même avec Sassou, il n'existe pas déjà. C'est une guerre de tranchées, le PCT. C'est des gens qui se regardent avec des armes en chien de faïence. Qu'est-ce que vous croyez? Un parti politique, c'est une famille. Vous croyez que le PCT, c'est une famille? Personne n'aime personne.
Ils sont là parce qu'il y a, comme eux-mêmes ils disent, le Nzoko. Hein? Bon, tout le monde se sert. Mais qui aime qui au PCT? Moi, j'en connais beaucoup des responsables du PCT. Quand je discute avec eux, ils passent pas 2 minutes sans qu'ils me disent « Mais l'autre, c'est un vrai charlot ». Enfin, vous voyez l'état d'esprit des gens. Donc, le jour où le président Sassou ne sera plus là, je veux bien voir comment ce parti se débrouillera. Mais quoi qu'il en soit, l'idée pour nous, les jeunes qui veulent avancer en politique, c'est de dire qu'il ne faut pas créer des partis sur des personnes, sur des personnalités. Il faut créer des partis sur des convictions, sur des idées. Un parti, moi aujourd'hui, Manangou, je suis président ou chef d'un parti. Demain, ça peut être M. Tchikaya, s'il est dans mon parti, ou M. Tivungu. Il ne faut pas se dire, et c'est ça qui fait gagner. Il ne faut pas se dire que voilà, il faut un homme fort. Non, non, président fondateur, pourquoi? C'est pas un royaume, dis donc. Mais ça aussi, c'est lié à la forme du régime. C'est lié à la forme du régime. Si nous sommes dans un régime présidentiel, on a besoin d'un homme fort par qui on s'identifie. Alors que si nous sommes dans un régime plutôt parlementaire, eh ben on a besoin de beaucoup de députés, donc de beaucoup de personnalités. Vous voyez bien que ce n'est pas la même chose. Alors, Le DRD, Antoine Dussel-Bama, puisque nous parlons des partis politiques, aujourd'hui le MCDDI vient de faire éclore un autre parti qui est le DRD. Croyez-vous que Elo Matson Mampouya, qui est le président aujourd'hui, a fait là, a marqué un pas de géant? C'est toujours difficile de parler des gens qu'on connaît. Mais Elo Mampouya était courageux. Je pense que Elo Mampouya a fait ce que aurait dû faire Mabio Nzinga à un moment donné. C'est-à-dire que lorsqu'on n'est pas, on pense que le parti ça marche pas, voilà. Vous voyez ce qui s'est passé au RDPS avec l'arrivée de M. Tister Tchikaya, fils, c'est pas ce qui s'est fait avec Parfait Kolela. Une espèce de reproduction génétique, comme si la politique avait des rapports avec les gènes. Enfin, j'ai toujours du mal à comprendre ces éléments-là. Mais ceux qui disaient hier, attention, il ne faut pas que Christelle Nguesso, mais ce sont les mêmes qui ont applaudi Jean-Marc Tister Tchikaya ici, qui ont applaudi le fils Milongo là-bas. Ça veut dire que désormais, pour être chef d'un parti, il faut être le fils vous voyez dans quelle situation nous sommes. Bon, très bien, à bon entendeur, salut. Mais le DRD, Mampouya, le problème de son histoire avec le MCDI, moi je m'en fous. Moi ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qu'il va porter comme message. Est-ce qu'il vient dans l'opposition ou est-ce qu'il continue à faire ce que fait Parfait Kolela? Ça veut dire que ça sert à rien. Ça veut dire que ça sert à rien. Pourquoi il se divise si c'est pour soutenir le même chef? Alors, M. Vivien Manangou, il y a une certaine opinion qui pense qu'on regarde ce que Denis Sassou Nguesso a fait sur le terrain, la réalisation. Il est question de laisser à cet homme-là la chance de continuer en vue de bâtir le Congo dont il rêve tant. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Ce que j'en pense de ça? J'en pense exactement le contraire. Ce que j'ai dit là ne peut pas aller dans le sens de ce que vous décrivez pour une raison très simple. Moi, je ne pense pas que c'est M. Sassou qui a fait ce que le Congo a, les quelque chose qu'on a. C'est pas M. Sassou. Vous voulez me dire que M. Sassou est resté dans sa chambre, a écrit son programme, le chemin d'avenir tout seul? Non, mais c'est lui l'exécuteur. Ça veut dire que... Oui, très bien, mais il a fait avec qui? Il travaille tout seul. Il travaille avec une équipe. Ça veut dire qu'il a fait avec des gens qu'il a considérés capables de le faire. Bon, très bien. Ça veut dire que s'il n'est plus là, un de ces gars aussi peut diriger. Sinon, ça sert à quoi? Mais il mourra un jour. Vous croyez que c'est... Même le fer finit par se rouiller. Même le fer se rouille. Le président de la République, un jour, mourra. Dans 10 ans, dans 20 ans. Je lui souhaite une très longue vie. Mais même Mandela aujourd'hui, tout le monde est en train de pleurer. Il est où Mandela? Il est encore dans le coma. Tout le monde le pleure aujourd'hui. Mais Mandela, c'est le héros international. Vous voyez? Ça veut dire qu'il faut toujours préparer une succession. C'est important la succession. Et Mandela l'a fait. Et Mandela l'a fait. Et Mandela l'a fait. Voilà, donc c'est ça la vraie question. Même de son vivant. Et puis l'histoire de dire que voilà, il a bâti ceci, il a bâti cela, le bilan du chef de l'État, on peut le contester. Moi, je le conteste. Moi, je le conteste. Comment? Vous ne voyez pas, vous voyez. Donnez les preuves. Vous le contestez pourquoi? Je vais vous dire, entre 2009 et 2013, combien d'emplois créés pour les jeunes? Bon, vous ne voyez qu'en termes d'emploi ou en termes de réalisation? C'est le premier. Mais quelle réalisation? Je vais vous dire, lorsqu'on construit un stade à Dolisie, en 2010, je ne sais pas quoi, et un stade de 3000 places, un stade de 3000 places à Dolisie, en 2010, on en a construit un, Massamba Débat, Révolution, à l'époque, en 60, je ne sais pas combien, qui avait déjà 17 000 places. Et en 2010, on construit les 3000 places. Vous trouvez qu'on avance? Vous trouvez qu'on avance? L'aéroport de Mayamae, quand même, c'est un bijou. C'est vous qui considérez que c'est un bijou. Moi, je considère que lorsque le Congo vend des centaines de millions de barils, que ce n'est pas un bijou. Allez voir l'aéroport de Luanda, vous m'en direz des choses. Luanda, c'est à côté, c'est pas très loin. La diplomatie congolaise, beaucoup a dit sur le plan international, au regard de ce que le président Sassou fait. Il intervient dans beaucoup de règlements de conflits sous-régionaux. Alors, votre appréciation de cet état de fait? C'est indéniable. Je pense que là encore, le président Sassou a un bilan plus que honorable sur le plan diplomatique. On peut être en contradiction sur le plan interne, mais autant sur le plan international, c'est un homme qui est respecté.
Le Congo, c'est un petit pays, je vous rappelle, de 4 millions d'habitants. Pour arriver à avoir, par exemple, le médiateur au Darfour, il faut avoir une diplomatie qui soit forte. On a eu M. Adada qui a été représentant de l'ONU et de l'OUA et de l'Union africaine au Darfour. Le président chinois, ce pays mastodonte, est venu au Congo. Ce sont des éléments de la visibilité internationale. Moi je suis un opposant, mais sur ce point-là, le chef de l'État a fait un travail formidable. Je vous rappelle que le Congo est sorti de la guerre il y a moins de 20 ans. Vous comprenez? Donc il y a des pays plus grands que le Congo qui sont incapables de faire ce que le Congo fait. Vous comprenez? Donc voilà, donc, sur ce point-là, je pense que moi je considère que c'est la principale réussite du chef de l'État congolais depuis qu'il est en 1997. C'est sur la scène internationale. Il a fait une très bonne diplomatie. Il faut saluer les ministres. Il a eu des grands ministres des Affaires étrangères. Adada était un grand ministre des Affaires étrangères. Basile Kobe était un bon ministre des Affaires étrangères. Ce sont des gens qui ont mené une politique correcte et efficace. Et ça, il faut le saluer. Benjamin Bokoulou, au passage aussi. Il était ministre des Affaires étrangères? Souli Souba. Non, Souli Souba, c'était une mauvaise diplomatie. C'est tout le contraire. Parce que le président Lissouba est allé s'allier faire copain-copain avec un rebelle Savimbi. Mais c'est quelle diplomatie ça? Bon voilà, donc voilà un seul exemple. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le président Sassou, nonobstant ce qui se passe au pays que vous décriez, vous, oui. Alors que vous fermez les yeux sur ce qui se passe, mais sur le plan international, Qui ferme les yeux? Sur quoi? Mais les opposants, qui ferment, qui ne voient pas ce qu'il fait. Oh, monsieur... Ça c'est clair. Monsieur Bama, mais moi je viens de vous dire qu'on a construit le stade de l'Élysée, c'est bien. Mais je vous ai dit qu'en 2010, on n'attendait pas qu'on construise un stade de 3000 places. Vous voyez, mais nous on est champion d'Afrique avec Léopard. Et on joue dans un stade de 3000 places. Et je ne sais pas comment les Léopards font, mais ils sont courageux ces jeunes. Ils vont jouer en Afrique du Sud, il y a 75 000 places, ils gagnent. Ils font nul. Parce qu'ils sont courageux. Parce que lorsque vous sortez d'un petit bicoque, comme c'est le cas de l'Élysée, et que vous allez jouer dans les gros stades, vous êtes perdus. En 2010, on construit un stade de 3000 places, vous vous dites que c'est bien pour un pays qui brasse des centaines de millions de barils de pétrole. Monsieur Mama, vous avez une ambition bien faible pour le Congo. Oui, mais écoutez, mais la critique est aisée, mais l'art est difficile. Mais là, pour que l'art s'exerce, il faut qu'on nous donne les responsabilités. Vous voulez qu'on exerce l'art comme ça chez moi ou dans ma chambre d'hôtel? Il faut qu'on nous donne les responsabilités et vous verrez comment l'art s'exercera. Qui va vous les donner? Mais le peuple. Il faut qu'on organise des vraies élections. Mais les élections, mais on est en train de les organiser. Où? C'est maintenant qu'il faut parler. Où? On les organise où? Quand moi j'ai dit dans votre émission qu'il y aura, si on continue à acheter les bières aux gens, machin, il y aura encore une forte taux d'abstention. Je l'ai dit. Vous avez vu le taux d'abstention? Les chiffres sont tripatouillés, vous le savez. Vous avez été comment dans les villes? Vous avez vu combien de gens allaient voter? Revenons dans cette affaire de diplomatie. Le président Sassou Nguesso a déclaré il y a quelques semaines, ou il n'y a pas très longtemps, qu'il devrait, si vous voulez, jouer un rôle important dans le règlement du conflit au niveau de la RDC. Mais cette initiative est boudée par l'opposition. Comment vous analysez ça? Pourquoi l'opposition boude cette initiative? C'est certains opposants. Moi je ne comprends pas. Oui, mais pourquoi? Pourquoi? Moi je ne comprends pas. Pourquoi? Pourquoi il boude? Monsieur Sassou est chef de l'État au Congo. Nous avons les deux capitales les plus rapprochées du monde. Hein? Quand ça brûle chez le voisin, qu'est-ce qu'on fait? On reste chez soi à faire la fête. On apporte de l'eau. Le président se dit disponible à régler le conflit congolais. Nous-mêmes, le Gabon nous a servi pendant les années de terre refuge. Pourquoi nous on ne le ferait pas pour nos amis congolais d'en face? Il est évident que si le chef d'État veut se mêler de ça, c'est très bien. Moi j'en vois. Et puis les opposants congolais qui boudent, machin, bon, ils ont leurs propres problèmes là-bas. Vous savez, chacun a ses problèmes chez lui. Hein. Les opposants congolais ont demandé les états généraux de la nation au niveau du Congo-Brazzaville. Alors ce même président qui ferme la porte, j'interprète là leur message, ouais, qui leur ferme la porte, veut en ouvrir une autre pour ceux qui sont en face. Non. C'est une ambivalence qui ne nous arrive pas à gérer. Il n'y a pas d'ambivalence. Il n'y a pas d'ambivalence. Moi, comment j'interprète la position du chef de l'État? Sur les états généraux, ça veut dire quoi, états généraux? L'opposition n'a pas réussi à démontrer l'opposition, j'entends, la position dite radicale, parce que cette opposition, elle n'est pas radicale, contrairement à ce qu'elle dit. L'opposition radicale, c'est nous autres, là. Hein? Eux, ce n'est pas l'opposition radicale, parce que lorsqu'on a été aux affaires, on a été ministre de l'économie pendant des années, on ne peut pas dire opposition radicale. L'opposition radicale, c'est les gens qui n'ont jamais exercé les responsabilités. C'est nous, là, l'opposition radicale. Moi, on ne peut pas m'accuser de quoi que ce soit, je n'ai rien fait. Donc moi, je peux me dire opposition radicale. Monsieur Nzo Mathias, tu ne peux pas le dire. Monsieur Miyarassa a été ministre dans ce pays. Donc ils ont une part dans notre décadence. Donc arrêtez de nous faire croire que c'est eux les bons. Les bons sont ailleurs et c'est nous autres là les bons. Très bien. Bon, pour ce qui est de cette histoire d'états généraux, bon, très bien. Le problème, c'est que lorsque M. Gibel, moi je viens vous voir, vous dites, M. Gibel, votre costume est très beau, je vais l'acheter. Bon, moi je vous dis, bon, j'ai que 5 000.
Vous allez me dire, oh non, tu déconnes mon ami, moi j'ai acheté 100 000. Bon, il faut qu'on trouve un terrain d'entente. On ne peut pas discuter sur la base de ce que moi je veux seulement. Les États généraux, ils viennent vous dire, pour eux, c'est une remise en cause du cadre constitutionnel. C'est ça l'État généraux dans l'esprit des opposants. Pourquoi voulez-vous que le président de la République accepte? Il a quel intérêt politique à accepter ça? Il faut m'expliquer. Moi je ne comprends pas. C'est les gens qui font la politique depuis des années. On a l'impression qu'ils ont commencé hier. Mais lorsqu'on vient discuter avec quelqu'un, il faut faire des compromis. Il ne faut pas se compromettre, mais il faut faire des compromis. Vous voulez discuter sur quoi? Et puis, quelque part, le chef de l'État, vous croyez qu'il vit en France? Il vit là, à Mpila, ou au Palais du Peuple. Il voit ce que vont. Ils font des meetings à Makelekele, il y a 50 personnes. Je ne sais pas, 1200 personnes. Vous croyez que ça va faire peur au pouvoir? Non, non. Ben alors, il faut commencer par convaincre. Moi, je vais vous dire, très simple, monsieur Djibel. Si l'opposition dite radicale convainc les Congolais, le président Sassou lui-même va les appeler. Ce n'est pas eux qui vont demander l'état généraux. C'est le PSTE même qui dira, venez, on va discuter. Parce qu'ils verront que les Congolais feront grève, que machin, que machin, que machin. Donc, si réellement l'opposition arrive à porter une voix que le peuple pense être une voie alternative, vous verrez que les choses vont se décompter. Il faut commencer par convaincre le peuple. Et ils veulent convaincre Sassou, ne convainquez pas Sassou. Réussissez d'abord à convaincre le peuple. Alors, monsieur Vivier Manangou, ça va être la dernière question, Antoine Dussel-Mama. Quel régime souhaiteriez-vous voir installé au Congo? Un régime parlementaire intégral. Un régime parlementaire intégral avec un chef du gouvernement et un président symbolique. On peut le faire. On peut le faire avec la même constitution. Merci Antoine Dussel-Mama, merci beaucoup Vivier Manangou. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. C'est pour la deuxième fois que nous vous recevons sur ce plateau. Alors, le public Pont-Negrand veut vous entendre. Un mot de fin, parce qu'on n'aurait pas la capacité ou l'intelligence forcément d'aborder toutes les questions. S'il y aurait une préoccupation, eh bien, nous vous donnons le temps de conclure cette émission. Simplement, je vais te dire, na bagne à point noir, parler un peu mon Koutuba aussi quand même, na bagne à point noir, que Betki toujours ensemble, Betki toujours ensemble, Betki na Nouana. C'est pas parce que Betki ve na Banzila, partout que Betki na Nouana, non, non, bah combat qui n'a pas façon mingi. Et Betki na Nouana toujours. Et Betki Koumve aussi, bah PCT, parce que j'entends parfois, non, 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 nous sommes toujours dans l'opposition, et Betki na toujours la lutte. Le combat continue. Mais le combat pour la démocratie, pas pour l'intimidation, pas pour les armes, pas pour la pagaille, pour la démocratie. Et un jour, nous verrons la démocratie dans ce pays. Un jour, nous verrons la démocratie dans ce pays. C'est sur ces entrefaites, sur ces propos de Vivier Manangou que nous mettons un terme à cette émission. Merci beaucoup à Denzambi qui a tenu les manettes derrière la caméra là-bas. Merci à Eric Habib, Antoine Dussel-Mama, Tif Tivongo qui ont posé les questions qu'il fallait à Vivier Manangou. Merci surtout à vous d'accepter notre invitation chaque fois que vous êtes au Congo-Brazzaville. Notre plateau est toujours prêt à vous recevoir, quel que soit le temps. Merci beaucoup et à très bientôt. C'est la fin de cette émission.